Jérôme Le Cawan attire les anciennes stars de la boxe comme Mike Tyson que vous allez rencontrer. Il vous fait pas peur? Pas du tout. J'ai pas de son de courage à prendre de lui. Non. Le Japon est une terre de combattants. Les arts martiaux y sont rois et leurs pratiquants des légendes. Des guerriers prêts à mourir pour atteindre leur objectif. Dans ce pays où le divertissement est maître, des entrepreneurs ont décidé de lier sport de combat et entertainment en créant le K1. L'organisation devient ainsi le lieu où les meilleurs kickboxers s'affrontent, devant une foule de Japonais avides de sang. Surtout chez les poids lourds, où chaque combat peut se terminer en un seul coup. À l'aube du nouveau millénaire, la catégorie est dominée par les Néerlandais. Mais un Français, originaire du Havre, veut bouleverser la hiérarchie établie. Un grand rêveur, au parcours atypique, passionné par les arts martiaux. Dans sa quête du trône, ce cyborg, au cœur tendre, doit accomplir un exploit sans précédent. L'occasion de devenir une icône au pays du soleil levant. Bienvenue dans le Flashback. Aujourd'hui, on vous raconte l'affrontement légendaire entre Jérôme Le Banner et Ernesto Hoost, le jour où un roi sans couronne a défié le king du K1. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Tokyo Dome en ce 7 décembre 2002. Vous êtes prêts? Let's go! Les mecs, quand ils rentraient face à moi, ils savaient que je faisais de l'anglaise, j'étais bon en anglaise, machin tout, ils avaient peur, tu vois. Qu'on perde, qu'on gagne ce match, ils savaient très bien qu'ils allaient être endommagés et qu'ils allaient avoir mal. Either he gets knocked out or he will knock somebody out. There's nothing in between. Ce week-end, c'est l'UFC 313 et le retour ultra attendu d'Alex Pereira contre Magomed Ankalaev. Un striker contre un Dagestanais, ça nous promet une belle guerre. Surtout que le Brésilien veut parier 200 000 $ sur sa propre victoire, de quoi relever encore plus l'enjeu. D'ailleurs, si toi aussi tu veux tenter ta chance sur ce combat, Unibet te propose plein de cotes très intéressantes. La team Boxing Academy en a retenu 2 en particulier. Poatan est proposé à 2,08 s'il parvient à terminer son adversaire avant la limite. Vu que plus de 80% de ses victoires sont des finitions, on se dit qu'il pourrait bien réitérer ce samedi. Mais attention, Ankalaev est un combattant de très haut niveau. Et avec ses 6 KO en 11 victoires à l'UFC, il pourrait bien choquer le monde face à Pereira. Unibet propose une cote à 4,50 s'il finit le Brésilien par KO ou TKO. Toutes les autres cotes sont disponibles directement sur l'appli ou sur le site internet. Tu pourras également retrouver les autres combats de la soirée, dont un Gadji contre Fiziev qui s'annonce comme une guerre absolue. Il est possible de parier et de regarder les combats en streaming directement sur l'app d'Unibet. Alors, si tu souhaites nous soutenir, utilise le code BOXING et inscris-toi pour obtenir un bonus allant jusqu'à 100 €. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre flashback. « 13 000 km. C'est la distance qui sépare Le Havre du Japon. Au milieu des années 80, le pays du soleil levant relève du domaine de la pop culture pour les Français. Mais pas pour le jeune Jérôme Le Banner. Il faut dire que malgré les milliers de kilomètres d'écart, le jeune breton normand, comme il se décrit, est passionné par la culture nippone. Sa mère l'inscrit au judo, alors qu'il n'a que 6 ans. Pour canaliser son énergie inépuisable et limiter le nombre de bêtises qui dépassent l'entendement pour un enfant de son âge. Jérôme
s'éprend de ce sport où le respect est primordial. Il gravit les échelons rapidement et devient ceinture marron à seulement 12 ans. Pourtant, le Banner troque soudain Sankukai et le judo pour Bruce Lee et la Chine. Il souhaite devenir un moine Shaolin et se fait même passer pour un Chinois dans la cour de récré. Bruce Lee devient son idole, sa raison de vivre, car à la maison, il n'a pas beaucoup de motifs d'espoir. Sa mère n'a jamais été très affectueuse avec lui. Surtout, elle cache un cancer qui monopolise tout son temps et son énergie. Son père est un ancien alcoolique, traumatisé par son expérience de soldat lors de la guerre d'Algérie. Un camionneur qui prend la route pour oublier les souvenirs des combats. Le Banner est un grand solitaire qui préfère sa propre compagnie à celle de ses camarades. À la maison, il analyse les œuvres de Bruce Lee. Attiré par l'art du pied-point, il débute le karaté à 14 ans, mais le manque d'impact de ce sport le déçoit rapidement. Ce qui plaît à Jérôme, c'est de mettre ses adversaires KO. L'adolescent veut faire la loi avec ses pieds, mais également avec ses poings, comme l'a fait son père dans le passé. Mais l'ancien boxeur a trop souvent laissé ses pulsions le dépasser. Alors, la mère de Jérôme fait tout pour empêcher son rejeton de tomber dans la même spirale. Le Banner doit prendre son mal en patience et attendre ses 18 ans pour pratiquer le sport qu'il aime. Elle veut pas me mettre dans la boxe par rapport à mon père qui en faisait, qu'on avait mal fait en fait, parce qu'en fait il se battait quand même dans les guinguettes, dans les bars à l'époque. Mais ma mère voulait pas revivre ça, donc j'ai attendu à avoir 18 ans. J'ai commencé par la boxe américaine. À 17 ans, la tentation est trop forte. Il rejoint un club de full contact en cachette. Très vite, il se heurte au même problème qu'avec le karaté. Le sport manque de violence. Les coups aux jambes sont interdits, contrairement au kickboxing et à la boxe thaï. L'ancien gamin hyperactif est désormais un grand gaillard d'1m90 et près de 100 kg. Et la seule chose qui l'anime, c'est la bagarre. À la majorité, Jérôme participe à une compétition de light contact, accompagné de son père. Il est disqualifié dès le premier tour. La raison ? Il a mis son adversaire KO. Cet échec est en fait une révélation. Le Banner le sait, sa place est à Paris, entouré des meilleurs combattants de l'Hexagone. Un jour, il part pour la capitale sur un coup de tête. Il sait que les meilleurs coachs se trouvent dans la capitale. Mais quand il se pointe dans la salle de Daniel Renesson, ce dernier refuse de l'entraîner. Il tente alors sa chance chez Richard Dieu. Mais à son arrivée, le pionnier du kick lui dit « Tu es blanc, français, je te le déconseille ». Ce constat aurait pu mettre un terme aux espoirs du Havrais. Mais quand on est destiné à faire de grandes choses, rien ne peut empêcher le karma de faire son travail. Jérôme continue les entraînements. Il bosse à l'usine les étés et fait la sécurité dans le Auchan du coin. Avec son salaire, il achète du matériel de boxe. Son gabarit lui permet rapidement de faire du bruit. Un grand costaud comme lui, ça sort du lot. Et la Normandie devient trop petite pour quelqu'un de sa carrure. Ah la tagarde, rappelle-toi. Après un stage de boxe thaï chez Robert Ritt à Rouen, le Banner est prêt pour sa nouvelle étape. Ce fan absolu du Japon touche du doigt un rêve qu'il n'aurait jamais cru pouvoir réaliser quelques années plus tôt. Le K1 veut le recruter pour un combat. Il n'a que 22 ans, mais celui qu'on appelle désormais Geronimo va faire ses grands débuts face à une légende du Muay Thai, Nokwit Davey. Devant une salle comble, le Français gagne son premier combat et devient rapidement le chouchou des fans japonais. Son style agressif et puissant place le Banner comme un potentiel vainqueur de l'échéance la plus prestigieuse du K1, le tournoi final. S'il atteint la finale en 1995, les tentatives suivantes ne seront pas à la hauteur de ses attentes. Après plusieurs échecs dans la compétition, le cyborg se prépare pour l'édition 2002. Il va bientôt fêter ses 30 ans et il a accumulé beaucoup d'expérience. Le roi sans couronne sait que pour cimenter sa légende, il doit gagner.
C'est la 10e édition du tournoi, alors les organisateurs ont mis le paquet. Dans un Tokyo Dome rempli par près de 75 000 fans, le spectacle est sur le point de commencer. Pour sa première danse, le banner affronte un japonais, Akio Mori, alias Musashi. Le français domine le premier round et parvient à finir son adversaire à la deuxième reprise. Une entrée en matière réussie, mais le K1 réserve bien des surprises. Remporter une bataille, c'est jouable, mais gagner la guerre, c'est une autre paire de manches. Le Japon est le pays de tous les divertissements. Les combattants y sont de véritables gladiateurs. Peu importe les blessures, les fans veulent du spectacle. Et quoi de mieux qu'un tournoi en une seule et unique soirée pour se régaler d'un maximum de sang et de sueur. Si vous êtes un peu perdu, c'est normal. Le K1 est une organisation assez singulière. On revient en arrière. Pour faire simple, les poids lourds signés au K1 s'affrontent tout au long de l'année dans plein de compétitions. Parmi elles, se trouvent des tournois de qualification pour la phase finale, la fameuse soirée dont on parle aujourd'hui. Les 8 meilleurs combattants se qualifient et le vainqueur est couronné comme combattant de la saison. Pour gagner, il faut non seulement enchaîner les victoires, mais aussi éviter les blessures lors des premiers combats. Alors, même si Jérôme Le Banner vient de battre son adversaire par KO, pas le temps de se reposer. Quelques minutes plus tard, il est déjà de retour sur le ring. Et on a beau l'appeler le cyborg, les high kicks subis face à Musashi résonnent encore dans sa tête. Surtout que face à lui se trouve Mark Hunt, le champion en titre. D'ailleurs, c'est le combattant néo-zélandais qui avait mis Geronimo KO lors de sa course vers la victoire. Le Banner était pourtant le favori de la compétition et restait sur 14 victoires de suite au K1. Il l'était également l'année précédente, en 2000, mais avait dû déclarer forfait, officiellement pour une mononucléose. La vérité, c'est que Jérôme n'était pas motivé et préférait passer du temps avec sa fille, née quelques mois plus tôt. Après ces 2 échecs, Jérôme Le Banner comprend qu'il doit innover. Lorsqu'il se présente pour le tournoi 2002, Jérôme Le Banner pèse 7 kilos de moins que l'année précédente. Il sait aussi que Hunt vient de vivre un combat difficile face à Stéphane Lecco. Les low kicks de l'Allemand l'ont amoché. Alors, Le Banner s'attaque aux jambes de son adversaire. À la fin du premier round, le travail du Français commence à porter ses fruits. Le Néo-Zélandais souffre, il rentre dans son coin et boite bas. Il est compté dans la deuxième reprise après un énième low kick dévastateur. Hunt survit, mais le public doute qu'il puisse tenir jusqu'au dernier round. Et pourtant, le guerrier parvient à faire tomber Le Banner à quelques secondes de la cloche. Mais c'est trop peu et trop tard. Le Français se relève et termine le duel debout, face à son adversaire. Les juges envoient Jérôme Le Banner face à son destin. Un dernier combat pour décrocher la plus belle des récompenses. C'est la première fois que Le Banner se trouve en finale du K1 depuis 1995. 7 ans. Une éternité. Face à lui se dresse le plus grand défi de sa carrière, Ernesto Hoost. Sans doute le plus grand kickboxer de l'histoire de l'organisation. Ce tournoi final, le Néerlandais l'a déjà remporté à 3 reprises et souhaite devenir le premier combattant de l'histoire à soulever la coupe une 4e fois. Mais tout comme le Français, Hoost n'a pas eu un parcours facile jusqu'à la finale. Cette année, Mr Perfect ne devrait même pas être présent. Lors des qualifications, il perd face à l'immense Bob Sapp, un Américain de près de 2 mètres pour 150 kilos. En quart de finale, Sapp doit affronter Semi Schilt, une autre légende du K1. Mais ce dernier se blesse quelques jours avant leur affrontement. Les organisateurs décident alors de repêcher Hoost pour lui offrir une 2e chance face à l'ancien joueur de NFL. Et oui, les Japonais raffolent des histoires de revanche. Hoost est une légende, mais à 37 ans,
ses chances de remporter le tournoi se réduisent à mesure que les années passent. Reconnaissant pour cette opportunité, Hoost domine le début du combat. Mais Mr. Perfect se fait une nouvelle fois surprendre par la puissance de Sapp. Coincé dans les cordes, il est arrêté par l'arbitre et perd dès le premier tour du tournoi final. Seulement voilà, comme dans tout bon shonen, notre héros va bénéficier d'un nouveau rebondissement. Il se trouve que Bob Sapp s'est brisé la main en essayant de massacrer Hoost. Incapable d'enfiler ses gants, tant la douleur est forte, l'Américain doit abandonner. Et si le K1 prévoit 2 réservistes en cas de blessure, l'organisation sait que pour satisfaire les fans, c'est Hoost qu'il faut réintégrer. Malgré ses 2 défaites contre Sapp, Ernesto Hoost se retrouve donc en demi-finale. Sérieusement amoché, il parvient à convaincre le médecin qu'il est apte à combattre et monte sur le ring. Face à lui, Ray Sefo a également une revanche à prendre. Il a perdu ses 2 premiers combats contre le Néerlandais. Sefo tente de frapper les jambes de son adversaire, mais la fatigue extrême d'un tel tournoi, alliée à l'excellente défense de Hoost, finit par lui coûter très cher. Sur une tentative de low kick, le Néo-Zélandais se brise la jambe dès le premier round. Presque par miracle, et sans avoir subi trop de dégâts pour en arriver là, Ernesto Hoost se retrouve en finale du tournoi. C'est un affrontement rêvé pour les fans. Le maître du K1 contre l'éternel espoir, seul face à son destin. Le vainqueur entrera dans l'histoire. Hoost en devenant le premier à gagner le tournoi 4 fois. Le Banner en inscrivant son nom parmi les légendes ayant triomphé du K1. Les deux se sont affrontés à 4 reprises par le passé. Chacun comptabilise 2 victoires par KO. Cette finale est l'occasion de désigner le meilleur combattant, une bonne fois pour toutes. La tension et la fatigue flottent dans le Tokyo Dome. Mais à cela se mêle l'excitation. Les protagonistes arrivent sur des nacelles surélevées, accompagnés par des feux d'artifice. L'entrée des guerriers spectaculaires annonce un combat titanesque. Les 75 000 supporters font entendre leur voix, tandis que le premier gong retentit. Face aux Français, c'est parti! Première reprise! Le premier round est assez surprenant. Alors qu'ils nous avaient habitués à du spectacle jusque-là, le Banner et Hoost s'observent. Il faut dire que l'enjeu est étouffant. Avec sa garde Jeet Kune Do, en hommage à Bruce Lee, le Banner combat en gaucher. Sa main droite la plus forte sert à gérer la distance grâce à des jabs ultra puissants. Face à lui, Hoost adopte une position plus traditionnelle. Il connaît bien les capacités du Français et attend une ouverture. Pourtant, c'est le Banner qui est le premier à toucher. Le Néerlandais qui a été touché sur une droite, la première accélération de le Banner. Hoost est déséquilibré, mais l'expérimenté boxeur ne tombe pas. Le combat est saccadé. Les 2 hommes réagissent aux attaques adverses et le plan de jeu est simple. Frapper en même temps et espérer faire plus de dégâts. Pour la première fois du tournoi, les combattants n'ont plus à calculer leurs efforts. Mais les corps souffrent, les accrochages s'accumulent et chacun essaie de mettre l'adversaire KO en un coup, plutôt que de construire sa victoire. Le Banner qui est très entreprenant et qui domine pour l'instant ce début de combat. Un droitier qui boxe en position de gaucher. Le Banner termine ce round très fort et semble prendre l'avantage. Deuxième reprise. Après la minute de repos, les 2 hommes reprennent sur le même rythme. Hoost commence à utiliser ses jambes alors que le premier round ressemblait davantage à un combat de boxe anglaise. Le Néerlandais se fait cependant ouvrir et doit se faire soigner par le médecin.
À la reprise, les deux hommes commencent à se lâcher et envoient de puissants low kicks. La guerre est enfin lancée. Et chaque coup peut finir le combat. On le sent, les deux hommes dépassent largement les 100 kilos et ont de la dynamite dans les pieds et dans les poings. Chaque coup donné a sa réponse, comme si aucun des deux ne voulait céder l'avantage. Pour le Banner, le combat est plus difficile. Face à lui se dresse une légende, et une victoire au point serait compliquée à obtenir. Le Français parvient à contrer les low kicks grâce à son bras avant, mais les nombreux accrochages brisent son rythme. Et c'est la fin de cette deuxième reprise. À la fin de la deuxième reprise, il est difficile de faire un pronostic tant la rencontre est serrée. Le troisième round va être décisif. Il reste 3 petites minutes pour écrire l'histoire. L'acide lactique envahit les membres des deux gladiateurs. Les mains sont plus basses, les coups moins puissants. Le chaos peut arriver à n'importe quel moment. Le coach de Jérôme veut que son poulain construise sa victoire, plutôt que de chercher le coup décisif. Mais sur le ring, Geronimo est un autre homme, envahi par l'envie de détruire son adversaire. Seulement, après 3 combats en une soirée, le corps du Français n'est plus en état de continuer. Après un accrochage, le cyborg grimace et semble en souffrance. Quelques instants plus tard, la situation devient terrifiante. Le bras gauche de Le Banner est en miettes. Sans son bras arrière, le Français n'a presque aucune chance. Mais il n'a pas fait tout ce chemin pour abandonner à 2 minutes du terme. Il reprend le combat, mais Ernesto Hoost a bien compris la faiblesse de son adversaire. Le Néerlandais vise le bras blessé de Le Banner. Le Français est compté debout une première fois avant de subir le même sort quelques secondes plus tard. Le cisaille à chaque coup. Ernesto Hoost l'a compris maintenant. Il a à nouveau frappé sur ce bras. Il reste 1 minute 30 dans ce combat. Jérôme Le Banner compté pour la deuxième fois. Hoost insiste une dernière fois. C'en est trop pour Geronimo. Ce troisième décompte est synonyme de défaite. Non, c'est terminé. Il retourne au tapis. Et Ernesto Hoost qui danse sur le ring. Ernesto Hoost qui remporte le K1 pour la 4e fois. Agenouillé et en souffrance, Le Banner vient de perdre une nouvelle fois en finale du K1. Son bras est brisé à 3 endroits différents. Le Français devra se faire poser 27 vis sur son avant-bras pour soigner cette terrible blessure. Mais plus que la douleur physique, c'est l'aspect mental qui est le plus difficile à accepter. Avec ce nouvel échec, Jérôme Le Banner s'éloigne un peu plus de la consécration. Certains diront que cette défaite a marqué la fin de la carrière de Jérôme Le Banner. La réalité est qu'il participera au tournoi à 6 nouvelles reprises, sans toutefois parvenir à dépasser le stade des demi-finales. Il livre d'énormes batailles dans d'autres tournois et d'autres organisations, mais sa carrière de kickboxer ne lui suffit plus. Il sombre dans la dépression et la drogue avant que de nouvelles opportunités sportives ne lui offrent un nouvel élan. Le Banner continue le kickboxing, mais se lance également en MMA, en catch et reprend la boxe anglaise. À 50 ans passés, le Français apparaît encore sur le ring, mais sa véritable passion, c'est le cinéma. Depuis 2007, Jérôme enchaîne les rôles dans des productions françaises, avec succès. Car le cyborg est un géant du K1, du kickboxing, du pied-point. C'est également un grand homme, ayant adopté le Japon comme sa nouvelle maison. Lors des tsunamis et de la catastrophe de Fukushima, Le Banner passe des semaines entières à aider les rescapés pour rendre à son pays d'adoption ce qu'il lui a toujours offert, du respect et de l'amour. Geronimo n'aura jamais remporté le tournoi final du K1, mais qu'importe, il a marqué l'organisation de son empreinte avant de conquérir de nouveaux horizons. Un cyborg au cœur tendre qui reste aujourd'hui le plus grand kickboxer français de tous les temps. Car même sans couronne, un roi reste un roi.